Salut, bienvenue à ici, London. Et comment un Congolais peut devenir professeur d'université ici en Grande-Bretagne? Et nous recevons à ces sujets Dr Richard Kapend, qui est professeur à l'université de Portsmouth. Il va nous expliquer son parcours, son combat, ses challenges pour devenir du Congo, de la République démocratique du Congo, ici en Grande-Bretagne, et devenir professeur à l'université, notamment l'université de Portsmouth. Salut docteur. Bonjour Junior. C'est vraiment un parcours géant, hein, quitter la République démocratique du Congo, un pays francophone, à venir ici en Grande-Bretagne, un pays anglophone, et devenir professeur à l'université. Parlez-nous de vous, professeur. Ouais, merci pour la question. D'emblée, ça semble comme un conte de fées, mais je ne pense pas que cela soit impossible, car tout ce qui est sur cette terre, il suffit de volonté. Si on veut atteindre un objectif dans la vie, on y met les moyens et on finit par l'atteindre. Je viens de la RDC, comme vous venez de le dire. Je viens d'une grande famille où j'ai 3 sœurs et 4 frères. J'étais le dernier de la famille. Depuis mon jeune âge, je me rappelle, ma mère me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu seras grand. Je me rappelle de cette réponse. Une fois, j'avais dit que je serais docteur en mathématiques. Bon, je ne savais pas, à vrai dire, de quoi il s'agissait. Mais très jeune, j'ai eu ce goût d'apprendre à l'école. C'était pas aussi facile que ça. Je me rappelle aussi mon école primaire. J'ai étudié à l'école de la société Jekami, au Stawi. Ça c'est à l'époque Lubumbashi en fait. Voilà, le Katanga. Je viens de l'Ikasi, précisément au Katanga. Et j'ai étudié à l'école de Jekami, mes études primaires. J'étais pas parmi les plus brillants. Études secondaires non plus parmi les plus brillants. Mais je sais qu'au fond de moi dormait cette envie d'apprendre et apprendre sérieusement. Et petit à petit, j'ai mûri cette envie. Et vers les années 90, je suis allé à Kinshasa pour mes études à l'université de Kinshasa, sciences économiques. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer. Et pour des raisons qu'on aura peut-être le temps de détailler plus tard ou dans des prochaines émissions, j'ai dû quitter le pays pour me retrouver en Grande-Bretagne, où du coup, comme vous l'avez dit, je devais tout reprendre à zéro, c'est-à-dire mes études, parce que je me disais, après tout, les sacrifices que mes parents ont fait pour m'éduquer, et si je dois tout laisser dans l'eau, me lancer dans le service de gardiennage ou la sécurité ou travailler dans les factories, comme on appelle ici, j'ai essayé de faire tout ça. Et du coup, je me disais, et ce bagage que j'ai accumulé, ces dépenses, ces sacrifices que mes parents ont fait quoi de ça? C'est énorme quand même. Ah, tout à fait. Alors, et je me suis dit, en tout cas, dès que l'occasion se présente, je vais commencer à me remettre à réapprendre, rentrer dans le système éducatif pour commencer et voir ce que je peux faire. C'est ainsi que je me suis inscrit dans un cours de mathématiques avec le Open University. Donc là, j'apprenais les mathématiques au niveau tout à fait élémentaire. Et ça m'a donné une certaine pénétration dans le système éducatif britannique. Donc, Open University, j'ai fait presque une année et j'ai eu une certaine qualification. Et avec ça, je devais en parallèle me former en anglais, parce que l'anglais, en venant ici, je suis arrivé dans ce pays, je pense, en 2001, je n'avais aucune notion d'anglais. On a appris l'anglais à l'école, mais vous savez vous-même, vivre dans un pays, en fait. Vivre dans un pays où on parle l'anglais, venant d'un pays francophone, les choses ne sont pas aussi directes que ça. Donc je devais apprendre l'anglais pour des tests IELTS, qu'on appelle à l'époque. Oui. À l'époque, il y a aussi Proficiency English pour se qualifier dans le Higher Education, pour avoir une place. Et les deux, c'est-à-dire ma qualification en anglais et les cours que j'ai fait avec Open University, m'ont donné certains documents que je pouvais présenter chez qui de droit et voir si je peux avoir une place. Et c'est ainsi que j'ai pu, pour la première fois, appliquer pour une place
à l'université de Southampton, faire la criminologie. Alors, c'est avec succès que j'ai reçu une place pour faire la criminologie et les sciences psychologiques comme undergrad, qu'on appelle chez nous, je pense, la licence. Donc j'ai fait ça après la collation des grades. Juste quelques mois avant ça, j'ai trouvé un travail avec Hampshire County Council, où j'étais analyste des données criminelles. Donc j'ai dû travailler pendant 3 mois. Il y a eu l'ouverture des bourses à l'université de Southampton où j'étais, qui était compétitif, très compétitif. Alors il fallait écrire les proposals, comme on dit, et appliquer pour les bourses. Et ces bourses, c'était ce qu'on appelle ici 1+3. Donc une année plus 3. Une année de masters, plus 3 années de PhD pour le doctorat. Et curieusement, donc j'avais appliqué comme ça, sans trop de prétention, sans trop rêver. Et curieusement, j'ai eu la place. Et vous voyez, je suis dans mon nouveau rôle, 3 mois à travailler pour Hampshire County Council. Et le lendemain, je vais chez mon manager pour lui dire que voilà, je vais démissionner. Il m'a dit, tu veux démissionner, tu viens de l'université, tu viens de commencer le travail, tu veux démissionner. Je dis oui. Et pour faire quoi? J'ai dit non, je rentre aux études. Personne ne pouvait me croire. Mais c'était une très bonne chance parce que avec le undergrad, je devais prendre student loan. Mais avec le 1+3, c'était une bourse. Donc je n'empruntais pas l'argent pour financer mes études. Donc ils payaient tout. C'était subventionné en fait. C'était subventionné, voilà, c'était une bourse d'études. Donc faire une année de masters. Et il y avait une condition, il faut passer ces examens et réussir et la dissertation. Et c'est sur base de ça que vous allez faire les 3 ans PhD pour le doctorat. Donc vous étiez parmi les filles, comme on dit en anglais, parmi un nombre restreint hein, de ceux qui avaient bénéficié. Je sais que les critères sont vraiment stricts hein, en matière d'obtention de ces bourses, notamment ça c'était après les masters en fait. Tout à fait. C'est strict, c'est une façon de le dire, mais moi je dirais qu'il y a plutôt beaucoup de compétition. C'est-à-dire que par exemple, quand moi j'ai appliqué, il y avait plus ou moins 20 candidats et il n'y avait que 3 places. Donc sur les 20 candidats, il faut être le meilleur pour être repris sur la liste des candidats sélectionnés pour la phase suivante. Donc c'était très compétitif et il fallait vraiment se préparer en conséquence et apporter quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce que quand vous venez avec des sujets qui sont très populaires, souvent c'est difficile de capter l'œil des examinateurs. Donc il fallait vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, vous avez fait des recherches et vous avez publié aussi. Oui, j'ai fait mes recherches. En fait, ça c'est un autre dossier qui me lie à mon pays, le Congo. Parce que j'étais quand même fasciné de voir, j'ai fait la criminologie pour ma licence et la démographie et les statistiques sociales pour mon master et mon PhD. Donc, combinant les deux, les statistiques sociales et la criminologie, j'ai commencé à me poser des questions en voyant nos frères, nos compatriotes parler des morts qu'il y a eu au Congo après les conflits. Et tout le monde parlait de 5 millions de morts. Alors ça, c'est quelque chose que je me demandais, est-ce qu'effectivement il y a eu 5 millions de morts au Congo? Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'étudier ça de façon objective, scientifique, pour est-ce qu'on va aboutir au même résultat? C'était ça en fait le sujet même de ma thèse. Donc j'ai eu à rechercher ça utilisant des modèles démographiques et statistiques pour faire des simulations et peut-être voir combien de personnes ont été tuées directement ou indirectement, victimes du conflit. C'était ça ma thèse en fait. Et quels ont été les résultats de vos recherches? Ouais, en fait, c'est ça, c'est un grand problème ça, c'est une autre phase de mes recherches où on déconseille peut-être de sortir des chiffres comme ça parce que nous savons que toutes ces méthodes statistiques contiennent des niveaux différents de... comment on dirait ça? Il y a des niveaux... Non, des niveaux de... Il y a des erreurs marginales, il y a aussi... on n'a pas la certitude. On n'a pas la certitude d'avoir un chiffre exact parce que il y a des erreurs liées au modèle, il y a des erreurs liées aux chiffres, aux données qu'on utilise. Et quand on combine toutes ces erreurs-là, on a un problème de certitude.
Donc on ne peut pas venir avec certitude avec un chiffre. Donc on peut sortir avec ce qu'on appelle en anglais range. Donc une marge. Donc c'est-à-dire le chiffre peut être entre ce nombre et ce nombre. C'est assez politisé, les gens utilisent les statistiques pour leur propre propagande. Mais mon approche, c'est que je me dis que s'il y a eu 5 millions de morts, quelque part, c'est 5 millions de mes compatriotes qui sont morts. C'est un grand nombre, mais il faut qu'on soit objectif et lucide pour trouver un nombre qu'on peut justifier. Alors, selon mes recherches, j'ai trouvé un chiffre qui n'est pas exactement ce que les études précédentes ont trouvé, mais ça, c'est peut-être un sujet pour un sujet. Mais, professeur, comment est-ce que vous avez, je sais que les étapes, hein, les étapes ont été, comme vous l'avez expliqué, les étapes ont été diverses, notamment en vous plaçant aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes professeur, hein, vous occupez de l'Institut de Criminal Justice, en fait. C'est là où vous êtes chargé des cours, en fait. Voilà. Donc, en fait, après mes études à Southampton, j'ai dû travailler comme chercheur à l'université de Southampton, mais c'était des contrats de 12 mois renouvelables, 18 mois renouvelables, donc ce n'était pas assez soutenable pour une vie de famille, parce que j'ai une famille. C'est ainsi que cette position était sortie, donc lecturer à l'université de Portsmouth, qui était de façon permanente en criminologie et méthode quantitative. Donc je suis professeur ou bien lecturer en recherche en criminologie et méthodologie de recherche quantitative. Donc là, je suis responsable, j'enseigne dans plus ou moins 7 cours. Et personnellement, je suis responsable de 3 cours. Donc ici, on appelle ça Unit Coordinate. Donc je suis coordinateur, c'est-à-dire j'organise le cours et je gère le cours. J'invite des collègues à enseigner dans le cours. Parce que, disons, le premier semestre, on peut avoir 12 semaines. Sur les 12 semaines, je peux enseigner 50%, c'est-à-dire 6 semaines, 6 sessions. Et les autres 6 sessions, je peux inviter des collègues selon les spécialités et leur expertise à prendre une session, 2 sessions, ainsi de suite. Et mes collègues peuvent m'inviter dans leurs cours aussi pour enseigner une session, 2 sessions selon les spécialités. Donc, en général, dans votre département, vous avez combien de professeurs ou des chargés de cours? Voilà, on a plus ou moins une vingtaine. On a plus ou moins une vingtaine. Bon, il y en a qui sont sous votre coordination, en fait. Sur ma coordination, ça dépend de cours. Les 3 cours que j'enseigne, il y a un cours qui s'appelle dans l'introduction à la justice criminelle, où j'ai plus ou moins 25 collègues qui travaillent sur ce cours. Donc il y en a qui enseignent dans le cours, il y en a aussi qui enseignent dans les séminaires, parce qu'on a les cours, les lectures, où vous êtes devant les étudiants, ils ne posent pas des questions, donc vous enseignez. Et il y a les séminaires où on donne l'opportunité, ce sont des petits groupes, on donne l'opportunité aux étudiants de lire et puis venir échanger les idées, on a des questions, on essaie de débattre. Mais les lectures, là c'est grand, par exemple, l'introduction à la justice criminelle, ma classe avait plus ou moins 316 étudiens. Wow. Ouais. Et les séminaires, c'est beaucoup plus petit que ça. Wow, quel parcours. Et professeur, quel conseil pouvez-vous prodiguer à quelqu'un comme moi? Je suis d'origine congolaise, je suis venu et j'aimerais aussi peut-être un jour embrasser la même carrière, être peut-être professeur à l'université. Il y a des étapes à suivre, il y a des conseils, tout ça, où vous pouvez inspirer aux autres aussi? Oui, en fait, l'essentiel c'est de dire, dès que vous êtes dans ces pays, en Occident, il faut déjà tracer une ligne. Donc, votre parcours avant ne compte plus. Maintenant, c'est vous concentrer à ce qui vient après. Il y a des opportunités pour étudier. Toute opportunité, comme moi j'ai dit, j'ai commencé avec Open University, qui n'est pas une institution fixe où vous allez comme l'université de Kinshasa, de Lubumbashi, mais c'est ouvert à tout le monde et les frais sont plus ou moins réduits. Donc, vous allez, vous inscrivez et essayez de faire ce cours de cette façon-là. Wow. Et là, vous êtes à l'université des Portsmouth. Et un conseil à nos compatriotes qui sont en train, peut-être ceux qui sont au Congo, ceux qui sont ici. Moi aussi, je me demandais, quand nous avons lu votre parcours, je me demandais, waouh, existe-t-il des professeurs d'université d'origine congolaise ici en Grande-Bretagne? Il y a d'autres professeurs d'université aussi, ou c'est un cas particulier? Oui, il y a d'autres collègues congolais qui sont professeurs, vous allez peut-être vous en douter, mais c'est question de se renseigner, frapper à la bonne porte.
Et on est là, on est disponible si jamais il y a des jeunes qui s'inspireraient, qui chercheraient à faire carrière dans l'enseignement supérieur universitaire. On a des conseils qu'on peut donner, il y a des portes qu'on peut frapper pour voir ce qu'on peut faire. Ah, d'accord. Merci, professeur, pour votre temps, d'avoir accepté l'invitation d'Ici London. En tout cas. Merci, professeur. Je rappelle que nous étions ici à l'université des Portsmouth où les professeurs, je rappelle, il est docteur Richard Capend, il est chargé de cours dans le département des Criminal Justice, justice criminelle, où il nous a reçus, il est professeur ici. C'était dans notre cadre ici London de pouvoir dénicher les valeurs de la communauté, de la diaspora congolaise ici en Grande-Bretagne. Merci d'avoir suivi cette émission ici London. Nous étions à l'université de Portsmouth et vous pouvez continuer à suivre nos programmes ici London sur YouTube. Si vous avez besoin de questions ou vous voulez nous inviter pour couvrir ces genres d'émissions, vous pouvez toujours nous contacter sur info@icilondontv.com. Merci et nous allons nous retrouver à la prochaine. Au revoir.